Après la mauvaise opération de ce week-end qui a permis à Lens d'être seul deuxième avec 2 points d'avance à la fin de la 30e journée, l'OM de Tudor inquiète de plus en plus, que ce soit dans le jeu qui est beaucoup moins convaincant, mais aussi dans l'aspect comptable avec de trop nombreux points perdus. Dans cette vidéo, qui est plus ou moins le prolongement du débrief de Lorient-OM, on va s'intéresser au jeu de l'équipe qui génère beaucoup d'interrogations ces derniers matchs, avant de faire un focus sur Igor Tudor qui lui non plus n'est pas exempt de tout reproche dans la dynamique de l'équipe. D'après vous, que faut-il changer pour réussir notre sprint final ? Est-ce qu'il faut penser à un système alternatif ? Est-ce qu'il faut donner leur chance à des joueurs qui sont sur le banc habituellement et qui seraient peut-être plus frais mentalement et physiquement ? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec un focus sur le jeu qu'on propose sur les derniers matchs, et pour le coup on est vraiment très loin du jeu séduisant du début de saison. On retrouve plus toujours l'intensité et le pressing qu'on mettait en place en début de saison, même si derrière les joueurs enchaînent quand même les kilomètres, et surtout c'est l'animation offensive qui pose question. On manque d'efficacité sur les situations qu'on arrive à se procurer, ça pêche dans le dernier geste, à la dernière passe, et les statistiques de nos milieux offensifs l'illustrent bien. Malinowski n'a pas été décisif en Ligue 1 depuis son but face à Nice tout début février, et comme on le disait contre Montpellier, il s'est montré important surtout par son travail défensif, mais on attend plus de lui offensivement. Under de son côté sait faire des différences, mais il perd souvent la lucidité dans les zones de vérité, en faisant les mauvais choix, en étant un peu trop brouillon, et ça commence vraiment à être frustrant. Guendouzi, lui, ne joue pas dans son rôle préféré, mais il essaye de faire avec. Contre Lorient, on l'a trouvé perdu, en manque de repères, et surtout sur l'aspect offensif, c'est vraiment pas le profil adapté, et logiquement, il n'a pas de stats non plus sur les derniers matchs, mis à part un penalty contre Montpellier. Il est meilleur dans un double pivot, ça a d'ailleurs été le cas contre Montpellier, mais par contre, pour le coup, on n'a pas senti une grande alchimie avec Verretou, qui lui est bien plus à l'aise aux côtés de Rongier. Sanchez est lui trop esselé sur le front de l'attaque, il brille par ses efforts défensifs et son investissement sans faille. Apparemment il joue sur une blessure au coup de pied et donc pas à 100%. Faut réussir à mieux le trouver parce qu'il est intéressant dans le jeu combiné et à la finition aussi, mais par contre faut le mettre dans les meilleures conditions. Avec le faible impact du duo de milieu offensif, c'est pas facile, mais c'est un axe de progression qui est vraiment très important. L'un des gros problèmes, et on en a parlé dans une vidéo dédiée, c'est les pistons. Ils avaient commencé très fort et depuis quelques semaines c'est vraiment catastrophique. Tavares fait des différences mais il y a toujours un moment où ça foire. Depuis qu'il n'a pas été pris pour le mondial, Klose n'est plus que l'ombre de lui-même alors qu'on l'avait vu tellement impactant en début de saison et que malgré sa mauvaise période, il est quand même à 10 passes D toutes compètes confondues. Mais encore une fois, le souci c'est que sa dernière passe D en championnat remonte au 1er février et un match contre Nantes. Tavares c'est encore pire parce qu'il a aucune passe D au compteur et la dernière fois qu'il a été décisif, c'était contre Toulouse, lui aussi en février. Les équipes qu'on affronte arrivent toujours à bien bloquer les couloirs, et comme je le disais dans le débrief de Lorient-OM, quand nos pistons sont bien muselés et qu'ils ne sont plus dans le confort, ils n'arrivent jamais vraiment à se montrer efficaces et impactants. Au milieu, le tandem Rongier-Verretou apporte toujours des garanties défensives, mais ça manque de créativité. À la récupération, ils sont capables de faire le travail, mais dans l'aspect offensif, c'est plus compliqué. Rongier est plutôt axé sur l'aspect défensif depuis son arrivée à l'OM, mais on sait que Verretou a des qualités offensives certaines, que ce soit par ses passes et sa qualité de frappe, mais malheureusement, on le voit trop peu. Défensivement, on comprend que Tudor se repose sur 4 joueurs, Gigot, Balerdi, Bemba et Kolasinac. Le retour de Gigot a justement fait beaucoup de bien parce qu'il est très solide derrière et son absence nous avait vraiment posé des soucis. Bemba c'est un pilier, il brille par sa régularité et son absence se fait aussi énormément ressentir, notamment dans l'aspect offensif parce qu'il est capable de se projeter. Kolasinac est dans une bonne période aussi, avec d'ailleurs un très bon match contre Lorient, dans un match où on n'a pas relevé beaucoup de satisfaction, et de son côté, Balerdi revient de suspension et n'a pas été à son avantage ce week-end. Ça n'empêche pas Tudor de lui maintenir sa confiance coûte que coûte. Il y a plusieurs compartiments du jeu qui sont en difficulté, certains plus que d'autres, mais on se rend compte du chantier pour le sprint final, parce qu'en fait il y a beaucoup d'interrogations et le match à Lorient n'a fait que les mettre encore plus en lumière, et c'est inquiétant pour une fin de saison qui s'annonce hyper disputée. À côté de ça, on a cru comprendre qu'il y avait quelques tensions, notamment entre Klose et Tudor, comme on l'avait évoqué dans la vidéo sur les pistons. Tavares a aussi été viré d'un entraînement cette saison selon le propre aveu de Tudor. Il y a aussi la déclaration de Rongier qui n'est pas passée inaperçue du tout, où il explique en gros qu'il n'y a pas de fatigue physique ou mentale parce que l'équipe ne joue qu'un match par semaine, avant de lâcher une phrase qui interpelle en disant « Si certains sont fatigués, j'espère qu'ils auront le courage de le dire pour laisser leur place à des joueurs plus frais ». Alors on peut l'interpréter comme on veut, mais on imagine quand même qu'il vise certains joueurs implicitement. Si l'ambiance est tendue dans le groupe, ça complique encore plus les choses. Parfois ça se ressent sur le terrain, avec de l'agacement sur les erreurs des uns et des autres. C'est toujours compliqué de relever la tête en tant qu'équipe quand les relations ne sont pas au beau fixe.
Peut-être aussi que comme le disait Riolo, certains joueurs ont la tête au mercato, comme Guendouzi à qui on prédit un transfert l'été prochain. Ça peut aussi être le cas de Balerdi qui avait reçu une offre de l'Ajax, et de joueurs qui ne verront pas leur option d'achat levée et qui peuvent s'inquiéter de leur avenir à court terme sans savoir où ils évolueront l'année prochaine. Ça doit trotter dans les têtes, mais il faut impérativement qu'ils fassent abstraction de ça. Sur la première partie de la vidéo, on s'est surtout focalisé sur le jeu et sur les joueurs. Dans la deuxième partie, on va faire un focus sur Igor Tudor qui n'échappe pas aux critiques depuis plusieurs matchs, et c'est l'occasion de faire un point là-dessus. Contre Lorient, sa compo de départ a été vraiment surprenante parce qu'on débute avec Bemba et Malinowski sur le banc. Il fait le choix de mettre Balerdi d'entrée de jeu et ça a failli tourner à la catastrophe au bout de 5 minutes avec une belle boulette. Il était axial droit et c'était pas le même impact que Bemba qui sait se projeter avec beaucoup d'aisance et apporter le surnombre à droite. Le choix de mettre Guendouzi comme milieu offensif gauche, c'est discutable aussi, même s'il voulait sûrement récupérer les ballons hauts. Ça n'a pas été payant du tout, mais à la limite une compo ça s'ajuste en cours de match. Le problème avec Tudor, c'est que son coaching c'est toujours trop tard. Guendouzi est resté jusqu'à la 80, Under et Klose ont joué 90 minutes, et plus globalement on sent qu'il ne fait pas confiance à son banc. Plusieurs médias expliquaient que Bailly jouerait moins pour ne pas lever automatiquement l'option d'achat s'il jouait 19 matchs. Ça n'empêche que s'il joue une minute, ça compte quand même comme un match joué. Donc dans ce cas-là, pourquoi le faire rentrer en toute fin de match sans vraiment profiter de son impact défensif? Ça fait partie des choses que je comprends pas. Issa Kabore ne joue quasiment pas malgré quelques entrées encourageantes et que Klose est dans le même temps en grande difficulté. Payet est considéré comme un joueur bonus qui joue très peu, son profil n'est pas adapté au système mais ça n'empêche que tu peux le faire jouer un peu pour tenter de débloquer des situations. Par rapport à Vitinha, sa gestion a été très moyenne aussi, il l'a lancé contre Nice avec justement Payet en soutien, il avait même carrément annoncé la titularisation de Payet la veille en expliquant qu'il n'était pas fait pour son système, mais par contre que son investissement le méritait. Pour la surprise par rapport à la compo de départ, on repassera. Pour revenir à Vitinha, après Nice, il lui a donné très peu de temps de jeu avant de le remettre titulaire contre Montpellier avec pour la première fois la fameuse association avec Sanchez, mais derrière il retourne sur le banc pour le match d'après, avec une dizaine de minutes à se mettre sous la dent, et pour le coup quand on voit le manque d'efficacité devant le but, on se dit qu'il pourrait apporter quelque chose. Sur le dispositif, il reste fidèle à son 3-4-2-1 depuis le début, un système auquel il croit dur comme fer et pour lequel il ne semble pas avoir vraiment d'alternative. Les pistons sont de moins en moins impactants et sur le début de saison, le système reposait beaucoup là-dessus. On peut lui reprocher ce manque de flexibilité, cet entêtement dans les choix, et il y a un autre aspect qu'il faut mettre en lumière, ses déclarations en conférence de presse avec très souvent cette autosatisfaction par rapport à l'intensité déployée par ses joueurs, au nombre de kilomètres parcourus, même si on comprend qu'il ne peut pas tuer ses joueurs publiquement après le match, et surtout j'espère bien qu'il est beaucoup moins tendre en off parce qu'il y a beaucoup de choses à reprocher. C'est bien d'enchaîner les kilomètres, mais si derrière on n'arrive pas à trouver la faille au bout de l'effort, c'est problématique. On a des joueurs qui ont des qualités athlétiques, physiques, mais aussi techniques, et on devrait être capable de se montrer plus tranchant. C'est à Tudor de trouver la solution sur les 8 derniers matchs parce qu'il a réussi à proposer un jeu agréable en début de saison, et il faut maintenant l'électrochoc pour que l'équipe retrouve l'efficacité. Il doit être moins buté dans ses choix, et surtout être capable de réagir plus tôt que la 80e pour corriger les erreurs de sa compo de départ. Avec les blessures d'Harit et maintenant d'Unai, il compte vraiment sur un noyau dur de 12-13 joueurs. C'est assez restreint, sachant qu'Elmaz et Mux sont là pour faire le nombre et devront se contenter de rares minutes. En début de saison, le jeu était plein de promesses, mais le jeu c'est un moyen de parvenir au résultat. Si à la fin t'atteins aucun de tes objectifs, sachant que les éliminations en Coupe d'Europe et en Coupe de France ont vraiment du mal à passer, derrière il te reste la deuxième place que tu dois vraiment pas laisser filer. Si au final t'en atteins aucun, on pourra vraiment pas parler de bonne saison, ce sera juste un pétard mouillé. Sur son avenir, on fera les comptes à la fin de saison. Pablo Longoria a expliqué vouloir de la continuité, mais ça dépendra beaucoup de l'issue de la saison. Longoria a aussi dit qu'il voulait prendre de la hauteur, et à la fin, pour prendre de la hauteur, faudra bien sûr regarder les résultats finaux. Quoi qu'il arrive, faut que l'équipe donne plus sur le terrain, que le coach se remette en question et trouve la solution pour finir la saison en trombe, et ne pas regretter au bout. Certains médias italiens parlaient d'un intérêt de la Juve, pour le moment on n'en est pas là, mais très certainement qu'il aimerait entraîner un jour le club turinois dans sa carrière. C'est pas la question du moment parce qu'il doit impulser une nouvelle dynamique sur le sprint final, et ça commence par la réception de 3 et une victoire impérative au Vélodrome. Ils se présenteront peut-être en bloc bas, et souvent on a du mal à les déstabiliser. Faudra réussir à trouver la faille parce qu'on peut plus se permettre de perdre des points contre des adversaires abordables sur le papier. En tout cas, Tudor ne pourra pas indéfiniment se cacher derrière les kilomètres parcourus et l'intensité déployée par ses joueurs. Même chose quand il justifie ses mauvais matchs, comme contre Montpellier où c'était la programmation après la trêve internationale qui avait compliqué la préparation avec peu d'entraînement.
En conférence de presse avant Lorient OM, il avait expliqué que l'équipe sortait d'une très bonne semaine à l'entraînement et qu'on s'était bien préparé. Au final, entre Montpellier et Lorient, les conditions de préparation sont différentes, mais le résultat est le même avec une prestation toujours plus inquiétante. Il reste 8 matchs avant la fin de saison, il reste encore 24 points à prendre, dont un match plus que déterminant contre Lens à Bollaert. Il y aura 2 déplacements, à Lyon et à Lille où il faudra faire le boulot. À domicile, la dynamique n'incite pas à l'optimisme, mais va vite falloir se montrer à l'aise à nouveau, parce que le calendrier est très abordable pour finir la saison à domicile. 3, Auxerre, Angers et Brest. Nos concurrents perdront sûrement des points d'ici la fin de saison, et si de notre côté on négocie bien les derniers matchs, on peut très bien finir cette saison, mais ça passe par une remise en question des joueurs, et bien sûr de Tudor et son staff. Pour l'instant, personne n'est vraiment alarmiste au sein du club, probablement parce qu'on est invaincu sur les 4 derniers matchs, mais on a surtout perdu l'occasion de prendre 6 points supplémentaires si on s'était imposé contre Montpellier, Strasbourg et Lorient, et comme on l'avait dit dans l'analyse de la semaine dernière, si on avait fait ne serait-ce qu'un peu mieux sur certains matchs, on serait déjà dans une situation bien différente au classement. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Tudor dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, je vous invite à aller voir les analyses de la semaine dernière et plus récemment le débrief de Lorient OM si vous ne l'avez pas déjà vu. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.